Que ressent le médecin lorsqu'il doit annoncer une mauvaise nouvelle à son patient? Quelle est la nature de la relation qui se tisse entre eux, justement, au cours de la maladie? David Kayat, le cancérologue, est avec nous. Bienvenue. En face de vous, Thierry Guerrier. Bonsoir, professeur Kayat. Et merci d'être là, en effet. Et parce que vous publiez chez Odile Jacob ce livre de larmes et de sang, c'est un livre passionnant, assez humain, sur la relation qui peut se nouer, que vous avez noué, vous, le médecin, avec vos patients au fur et à mesure de votre carrière de cancérologue. Et c'est assez émouvant parce que vous nous livrez des confidences, on va y revenir dans un instant, vous racontez des scènes assez intimes avec vos patients. Et moi, je suis assez frappé parce que d'habitude, les médecins, ils veulent nous parler de médicaments, de thérapie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous livrer sur ce terrain totalement personnel? Écoutez, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que ça fait 30 ans que je travaille face à des malades qui viennent à un moment où leur vie est bouleversée par les maux du cancer, par les traitements du cancer, par l'annonce d'une mort imminente, parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus moyen d'espérer grand-chose, sauf de mourir dans la dignité, si vous voulez, et que 30 ans, c'est très long, et que je pensais qu'il était temps que j'arrive à sortir ça, à sortir cette intimité de la relation. Dans ce livre, je raconte vraiment l'intimité de ma relation avec tous les malades. Ça fait longtemps que vous aviez envie d'écrire tout ça. Oui, j'avais envie de le dire, quoi. Deuxièmement, il y a le fait que je pense aujourd'hui que l'important, c'est pas le protocole de chimio, il est sur Internet, dans les systèmes, dans les logiciels que nous avons, etc. Ça s'apprend facilement à la fac. Que le plus important, et la seule chose peut-être que je peux encore apporter aujourd'hui en termes de transmission avec tous les jeunes que je forme depuis 30 ans, ou depuis 20 ans que je suis professeur de médecine, 22 ans, c'est vraiment cette transmission sur le poids des mots, sur le choix des regards, sur comment poser ses mains, raconter comment un malade qui est une véritable éponge au moment où il est face à vous, comment il va tout regarder ici, et comment vous devez aussi tout sentir, tout regarder au-delà des mots. Et vous dites à propos des mots, combien de fois ai-je vu arriver, c'est au moment du diagnostic, combien de fois ai-je vu arriver à ma consultation ces êtres brisés par des mots trop violents? Ce sont des armes, les mots? Mais c'est à côté de la chimio, des rayons de la chirurgie. Ce que j'explique ici, c'est justement qu'il y a une autre arme, mais une arme qui peut tuer autant qu'elle peut aider à guérir, c'est les mots. C'est quels mots vous allez choisir quand vous cassez des gens en disant voilà. Mais écoutez, ça s'apprend comment ça? Parce que ça quand on est médecin, on n'apprend pas ça. Pas à la faculté de médecine. Et ça ne pourra pas s'apprendre à la faculté de médecine, d'autant moins qu'on sélectionne les étudiants en médecine sur d'autres choses que leur éthique, leur humanité, etc. Ça s'apprend au lit du malade. Et ceux qui ne le supportent pas, finalement, vont faire des spécialités dans lesquelles ils n'ont pas ce contact. Mais il faut imaginer que le mot, il s'accompagne d'une proximité, d'une intimité dans ma spécialité, parce que vous allez toucher le malade. Et ce toucher fait que vous n'êtes plus qu'à la longueur d'un bras. C'est-à-dire 40 cm. Donc, il sent votre odeur et vous sentez la sienne. Et vous sentez sa peur. Vous racontez bien comment, par exemple, pour vous, il est important de s'asseoir. Oui. Ça a l'air de rien, mais pourquoi c'est important face au malade? Alors, je ne parle pas de s'asseoir au bord du lit pour tenir la main d'un malade. Là, vous parlez de la consultation. Parce que moi, ma consultation, j'ai 3 collaborateurs qui commencent à examiner, à voir les malades, enfin, etc. Puis je reste un quart d'heure, 20 minutes devant chaque malade en passant de cabinet en cabinet. Mais ce que je veux leur dire à chaque malade, et je le dis par quelque chose qui n'est pas des mots, c'est je m'assois. Parce que dans cet instant-là, il n'y a que vous. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas le malade d'avant, il n'y a pas le malade d'après. Et du temps pour vous, en fait. Et ce temps-là, il n'est que pour vous. Je suis professeur, je suis chef de service. C'est un langage du corps qui est des centaines de kilomètres important pour venir nous voir. Mais voilà, maintenant, c'est à vous que je me consacre, parce que vous êtes important. Parce qu'il n'y a rien de plus important dans cet instant que vous. Et la première chose qui me permet de le lui faire comprendre, parce qu'il faut comprendre, c'est un être qui ne sait plus où il est, qui est perdu. C'est comme un animal que vous avez frappé, qui a été battu, abandonné au bord de la route. Ces gens-là, ils sont face à vous, ils attendent tellement de choses que souvent, malheureusement, parfois, en tout cas, on ne peut pas leur donner parce qu'il n'y a pas de nouveaux traitements, parce qu'il n'y a pas ce qu'ils viennent chercher dans un service de recours comme ça, un service est-ce que spécialisé. Ça a dû vous arriver de rater l'annonce d'un diagnostic? Oui, bien sûr, et on est malheureux toute sa vie. Ah ouais, on le porte sur sa conscience toute sa vie. Toute sa vie. Vous disiez il y a quelques jours que vous aviez reçu encore récemment un couple de quadragénaires. Là, il y a quelques jours. Je pense que c'était lundi. Voilà, des gens qui viennent de très loin, de 700-800 km, qui ont fait l'effort de s'inscrire en consultation. C'est pas évident de s'inscrire avec un professeur à Paris comme ça. Ils viennent, et puis le monsieur, je vois, il est en phase terminale, quoi. Manifestement, il est en phase terminale. On me raconte le dossier, je vois les documents. Cancer du poumon, pour lequel il n'y a vraiment plus rien à faire. Il a eu tous les traitements qui existent. La stratégie qui a été appliquée ailleurs était excellente. On ne peut pas faire mieux. Et ils sont venus parce que, voilà, il y a des images comme ça. Le professeur Kayat ou le professeur Intel en cardiologie qui portent l'espoir. Donc, ils sont venus chercher un dernier espoir. Mais je l'ai vu ce matin encore. J'avais une famille qui est venue pendant 20 minutes qui m'a dit « Mais enfin, comment vous n'avez pas un nouveau traitement, même expérimental ?» Et j'ai passé mon temps à expliquer dans ces deux cas que l'amour, c'était pas d'aller encore un peu plus loin. L'amour, c'était juste d'accepter
de mourir et d'aider cette personne à vivre les derniers instants de sa vie dans la dignité, dans le confort. Parce que, encore une fois, pardon, mais on a du mal à imaginer quand on n'a pas de cancer que l'espoir, ça peut être l'espoir autre chose que l'espoir de guérir. Mais c'est vrai qu'au début, ils viennent avec l'espoir de guérir, mais ensuite, on les accompagne vers l'espoir de survivre, puis vers l'espoir de vivre encore un peu jusqu'à cette date. Vous racontez que vous avez trouvé le moyen de convaincre une patiente qui pensait que c'était fini. Ben oui, il fallait refaire une nouvelle chimio, alors qu'on sait que c'est dur, parce qu'elle pouvait gagner du temps. Et vous ne l'avez pas fait tellement pour elle. Pour sa sœur. Expliquez-nous, racontez-nous ça. Oui, c'est une histoire qui me touche encore, d'ailleurs, qui est très émouvante. Voilà, c'était une dame que je connaissais qui m'a dit « J'aimerais bien que vous voyiez ma sœur, mais elle ne veut pas être suivie, elle ne veut plus se soigner. Elle a 2 cancers, des métastases. On lui a dit en province qu'il n'y avait plus rien à faire. » Et c'était probablement, globalement vrai quand même. Et puis elle assistait beaucoup. J'ai dit « Bon, mais moi, si vous voulez, je la vois. » Donc elle est arrivée à Paris. Ils étaient là, les 2 sœurs en face de moi. Et cette dame, qui était très religieuse, très catholique, attendait la mort avec une infinie sérénité. Vraiment, il n'y avait pas de problème. Mais je lui ai dit, écoutez, regardez, votre sœur a envie que vous soyez encore là, elle a envie que vous passiez encore quelques instants avec elle, etc. Je pense que j'ai une chimiothérapie pour vous qui pourrait marcher. Je vous promets qu'elle ne vous fera pas de mal, elle ne fera pas tomber les cheveux, ça ne sera pas très dur à supporter. Je serai là, je vous accompagnerai et tout. Et elle m'a dit, bon, mais vraiment, pour sa sœur, elle m'a dit, bon, parce que j'avais trouvé le bon moyen d'entrer justement dans sa C'est quoi le bon moyen, là, par exemple? C'était de lui parler de sa sœur. C'était cet amour de 2 sœurs depuis toujours. Donc il fallait l'écouter. Il fallait d'abord comprendre, il fallait donc s'intéresser. C'est ça que j'explique dans le livre. C'est que d'abord et avant tout, c'est pas le savoir médical, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, ça passe par l'intérêt pour l'autre. Il y a un gros facteur psychologique, en fait. Mais énorme. Et donc, je l'ai convaincue, cette dame. Et j'ai parlé au cancérologue de province qui a accepté de faire mon traitement. Elle l'a fait. Elle a vécu, je crois, presque 3 ans. Et alors, elle avait cette chose, l'anecdote, c'est pour ça qu'elle est terrible, c'est que tous les 2-3 mois, elle venait à ma consultation. Et comme elle habitait à côté de Roanne, elle m'apportait un Saint-Nectaire du fromager des 3 gros. Du frère 3 gros. Ouais, ça, je les ai pris malheureusement à cause de l'angoisse. Ouais. Et puis elle est morte. Et donc j'avais tous ces 2 mois, j'apportais à la maison un Saint-Nectaire, un petit Saint-Nectaire, etc. Puis elle est morte, et puis voilà, j'ai écrit un petit mot à la famille, à la sœur. Et puis 3-4 mois plus tard, je reçois par Chronopost un énorme Saint-Nectaire fermier, et les enfants me l'avaient envoyé. Ouais. Et alors, vous voyez, vous parlez des petits gestes de la famille ou des patients qui veulent essayer de montrer aussi un témoignage de reconnaissance aux médecins que vous êtes. Et vous considérez, et on va le voir avec le reportage qui a été effectué dans votre unité, à la Pitié-Salpêtrière, vous mettez en place aussi, avec des bénévoles, une aide très matérielle, très physique aussi, auprès des malades. Une des principales missions de l'association AVEC, c'est l'accompagnement, l'humanisation, effectivement, dans son quotidien. On essaye, par les activités que propose l'association, de faire en sorte que le patient se sente plus apaisé au moment où il vient ici. Et puis, ils sont tous charmants. J'ai jamais vu des gens aussi charmants que ça. Ils nous donnent des petits cafés, ils nous donnent des petits chocolats. Très sincèrement, on est très bien accueillis, on est tout à fait en confiance. Le protocole que je subis est assez dur et le fait d'être entouré par des bénévoles nous permet d'être un peu plus décontracté par rapport à tout ce qu'on subit et tout ce qu'on voit autour. Mais c'est formidable tout ça, mais est-ce que c'est pas un peu anecdotique à côté de la gravité de ce qui arrive? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, si vous voulez, jusque dans les années 80, ce qui comptait, c'était traiter la maladie. Tant pis s'il fallait amputer les seins, amputer les jambes, enlever le larynx, mettre des poches à la place de l'intestin du rectum. C'était brutal, parce que ce qui comptait, c'était la maladie. Et puis, avec l'essor des soins palliatifs, etc., on a commencé à savoir qu'il y avait un malade derrière la maladie, et c'est l'essor des soins palliatifs, des soins de support, des droits des malades, de la loi Kouchner, etc. La nouveauté aujourd'hui, c'est ça dont je parle dans ce livre, c'est qu'il y a tellement de gens guéris du cancer aujourd'hui autour de nous. Et il y a tellement de gens qui, certes, ne sont pas guéris, mais vivent avec leur cancer pendant 3, 4, 5, 10 ans. Et vous ne savez même pas qu'ils ont un cancer, parce que nous travaillons pour que ça se passe le mieux possible. Mais si tous ces gens, nous les avons blessés, si tous ces gens ont traversé le cancer en étant cassés, en étant brisés, parce qu'ils ne sont pas respectés dans l'humanité qu'ils sont. La maladie ne résumera jamais la biographie de quelqu'un. On n'est pas cancéreux, on est un être humain, un homme et une femme avec un cancer, guéri d'un cancer éventuellement. Et donc c'est ça que j'explique à mes étudiants et que j'explique aux lecteurs dans ce livre, c'est que aujourd'hui, notre premier devoir, c'est facile de soigner le cancer. Franchement, on ne va pas techniquement, grand professeur machin, mais c'est facile techniquement, mais humainement, professeur c'est plus difficile. Il y a une phrase qui m'a frappé quand même dans votre livre. Il n'est pas rare que j'entretienne avec eux, mes patients, des relations quasiment
familial. c'est On se vrai. dit là, c'est pas possible, Ah, je vous affirme. c'est une formule de style. Non, je vous affirme, si vous étiez dans mes amis, dans mes intimes, Mais vous comment verriez que supporter de plus rentrer la chez moitié soi des alors qu'on a malades. perdu un ami Ben ou, voilà. ou un Ben, proche? Et ben voilà. Ah oui, il a raison, Thierry. On renverse la vapeur. Mais là, moi, docteur j'ai Kayat. écrit ce livre, comme j'ai fait une pièce ou des trucs, justement pour sortir cette douleur qui est en moi. Parce que la moitié des gens, probablement, que je fréquente hors de l'hôpital, Ça sont veut dire des que malades. Bien sûr. les médecins souffrent. On imagine tous qu'ils sont un peu froids et distants pour Ah se non. protéger. Non. La carapace, ils se blindent. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et C'est des comment on coups fait de alors boutoir quand on tous les rentre à jours. la maison? Ben, quand on a perdu un ami, on pleure. Et puis, enfin, un ami, un malade. Et puis des jours et des petites victoires, parce qu'on a obtenu une rémission là où on ne l'attendait pas. Et puis, vous savez, même quand Et je vous perds des voyez, malades, je pardon, reçois mais- des mots de la famille qui me remercie, Bien sûr. qui envoie des dons, qui envoie des chocolats aux infirmières en me disant c'est vrai que Laurence est morte, mais aujourd'hui j'ai reçu ce mot d'une mère, mais elle a été tellement bien suivie chez vous, voilà. Et il y a du réconfort quelque part. Et puis après, on a chacun ses exutoires. Moi, j'écris, mais j'ai une femme merveilleuse, des enfants merveilleux. Ils sont J'adore là pour vous cuisiner soutenir. la gastronomie. Voilà, chacun. Nous aussi. Et Alexandra, Oui, pardon, le Thierry. professeur, non, mais écrit, c'est ma passion d'essayer d'être un gentil médecin. On peut être Oui. gentil et sincère. Oui, ah oui, Ouais. oui. Ça paraît peut bête être parce que sincèrement gentil la quand on est gentillesse, médecin et la que- bonté, c'est plus une vertu intéressante aujourd'hui. Mais je crois que dans la spécialité qui est la mienne et au quotidien depuis près de 30 ans, c'est vraiment la gentillesse, c'est très important. Pour la simple et bonne raison que c'est comme ça que j'aimerais être reçu le jour où moi j'aurai un cancer. Vous avez été à l'origine, avec Jacques Chirac, du plan cancer 2003. Aujourd'hui, on fait encore assez pour le cancer? On ne fera jamais assez pour le cancer. Mais c'est bien, en France, on fait des choses pour le cancer. Ouais, et le plan continue, bien entendu. Les plans continuent. Hollande a annoncé un 3e plan cancer. Sarkozy en avait fait un. C'est plus l'ampleur des premiers plans, mais nous avions tellement de choses à rattraper en 2002 que le travail était énorme. Ouais. Aujourd'hui, la France est vraiment, alors qu'à l'époque elle était en 8e, 9e position, aujourd'hui, d'après tous les critères qui sont, elle est dans les pays de tête. Et donc, David Kayat, en France, 60% des malades guérissent quand oui. même du cancer. C'est Mais important d'après de le dire. Pour CDE, guérir. la France est le pays où les cancéreux vivent le plus longtemps. Et ça s'appelle Des larmes et de sang, et c'est l'inversion d'un poème de d'Éluard, enfin d'une Oui. strophe, de larmes et de sang, chez Odile Jacob, le professeur Kayat. Merci pour votre témoignage. Merci Madame, beaucoup, merci. Thierry Garret.